Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président du groupe parlementaire Les Libéraux Démocrates s'est exprimé lors de l'adoption du nouveau code électoral à l'Assemblée nationale. Dr Fodé Ousou Fofana avait demandé qu'une minute de silence soit observée à la mémoire des citoyens qui ont perdu la vie dans les récents troubles enregistrés dans le pays. Un appel non suivi par certains députés de la mouvance présidentielle. Toute chose que déplore le camp adverse. Décryptage au marceau. Bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de nos concitoyens ayant perdu leur vie le lundi 20 et mardi 21 février 2017 à l'occasion de la grève des enseignants. Les députés restent divisés sur la question relative aux récentes manifestations qui ont eu lieu lundi 20 et mardi 21 février dernier. Les deux camps, à savoir la mouvance et l'opposition, tous se rejettent la responsabilité. 7 morts dont certains par balle, raison de plus pour la représentation du peuple d'honorer leur disparition à travers l'observation de la minute de silence. Un appel qui n'a pas été suivi par la totalité des députés. On a demandé à ce qu'on observe au niveau du Parlement une minute de silence à la mémoire de 7 jeunes qui ont été tués lors de cette grève des enseignants, que des députés du groupe parlementaire de RPG Arc-en-Ciel aient refusé d'accorder cette minute de silence à ces Guinéens qui sont morts dans des conditions tragiques. C'est extrêmement grave. Moi, c'est ma première expérience. C'est la première fois que je vois des personnes refuser d'observer une minute de silence à la mémoire des personnes qui sont décédées, surtout de compatriotes. Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle explique ce pourquoi son appartenance politique n'a pas obéi à cette demande. Pourquoi cela? C'est un problème de conviction. Quand tu fais salade pour un mort, il faut en être convaincu. Un comportement que désapprouve l'Alliance des libéraux démocrates. Pour ces députés, la mouvance devrait se plier à cette requête, d'autant que ses concitoyens ont été tués dans le combat pour leur propre cause. Donc je crois que ça c'est extrêmement grave, ça mérite d'être souligné et je crois que au niveau du groupe parlementaire de RPG Arc-en-Ciel, je crois qu'on doit des excuses à ces illustres disparus qui sont des Guinéens, quelle que soit par ailleurs leur couleur politique. C'était une grève civile, une grève d'enseignants, ils sont morts, ils ont été tués par balles réelles. Nous exigeons évidemment qu'il y ait des enquêtes qui soient faites. Ces 7 autres morts viennent rallonger à 80, selon l'honorable Aboubakar Silla, la liste des compatriotes guinéens qui ont été fauchés lors des différentes manifestations en République de Guinée. Et justement, les députés ont donc doté la Guinée d'un nouveau code électoral. Le document a été voté lors de la session extraordinaire, un vote différemment apprécié par les acteurs politiques et ceux de la société civile guinéenne. D'un côté, on exprime la désolation face aux attitudes des députés. De l'autre, on parle d'une avancée démocratique dans le pays. Salimot Baldé. À peine adopté par les députés au cours de la session extraordinaire, le nouveau code électoral continue de diviser acteurs politiques et société civile. Pour le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel, ceux qui s'opposent à l'adoption de ce texte et qui parlent de deal politique entre son parti et l'UFDG sont en manque de base électorale. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'agiter autour de cette situation qui ne peuvent pas mobiliser un poulet. Mais ce qui est clair aussi, c'est le peuple qui décide. Le peuple est représenté par les députés à l'Assemblée nationale. La Constitution est très claire en la matière. Un point de vue que le président de l'Observatoire citoyen de défense des droits de la République ne partage pas. Mamadi Trouakaba fonde désormais son espoir sur les juges de la Cour constitutionnelle, même s'il a quelque chose à dire sur les députés.
C'est vraiment une situation sur laquelle nous sommes vraiment outrés. Je dirais, nous vivons avec une déception, une désillusion. On avait vraiment l'espoir d'aller vraiment faire violence sur eux, de ne pas voir que leur intérêt politique, mais plutôt l'intérêt des citoyens dont ils sont censés défendre. Pour Mamadi Touakaba, l'article 2 de la Constitution a été flagramment violé par les élus du peuple, étant un paragraphe de cet article. Démarche qualifiée de malhonnêteté intellectuelle par Aluseni Makanera Kake, reçu ce lundi dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus comme invité. Quand il a cité l'article 2 de la Constitution, ce qui est très surprenant, il ne commence pas par le commencement. Parce que là-bas, on dit la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants élus, qui sont les députés, et par voie de référendum. Il saute ça pour tomber directement sur le deuxième paragraphe qui dit que le suffrage est universel, direct et secret. Là, je suis d'accord avec. S'il y a eu modification de ce code électoral, c'est à cause de ça. Parce que la Constitution n'a pas prévu les quartiers comme des collectivités décentralisées. Le nouveau code électoral est discutable sur les opportunités sociétales et les enjeux liés aux avancées démocratiques, mais pas sur la violation de la Constitution, a conclu Aluseni Makanera Kake, président du Front National pour le Développement. Un présumé escroc dans les filets des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé, Jean Donzo, c'est son nom. Il est accusé d'avoir escroqué plusieurs millions de francs guinéens au nommé Fabrice Tongiano, pris en flagrant délit selon les agents des services spéciaux avec des faux billets en devises et en francs guinéens. Le mis en cause a été présenté ce lundi à la presse. Compte rendu Alcine Diallo. Des gris-gris, des noix de cola, des tissus blancs et rouges, des peaux de mouton et des faux billets, ce sont là des objets avec lesquels le présumé escroc travaillait. Il se fait comme guérisseur qui reçoit quand même beaucoup de clients. Alors, s'il reçoit un client et qu'il voit en lui que c'est quelqu'un qui a les moyens, il lui propose d'hériter une fortune. Donc, il a une valise dans laquelle il met des objets au-dessus desquels il étale des billets, des devises, francs guinéens, euros, dollars, francs CFA. Alors il dit à l'intéressé que mes ancêtres, alors mes génies m'ont donné cette fortune pour te donner. Et donc tu deviendras riche. Mais quand tu refuses l'offre, tu vas mourir. Et à mon niveau, et quant à moi également, je vais mourir. Donc tu as intérêt d'accepter l'offre. Âgé d'une trentaine d'années, Jean Donzo est dans ce travail depuis 7 ans. Et pour que ce présumé escroc réussisse son acte, il étale un chapelet de sacrifice à ses clients. Il m'a demandé 15 grammes d'or. Il m'a demandé un parfum qu'on appelle l'Olinawa. Et puis il m'a demandé 7 bougies et 7 colas. Tout ce qu'il m'a demandé, ce que j'ai pu gagner au marché, ce n'est que de la cola. Et puis les 7 bougies. J'ai commencé d'abord par l'or. J'ai payé l'or 1 gramme à 380 000 avec lui. J'ai payé 1 gramme à 380. Les 15 grammes d'or m'ont coûté 5 700 000. Après, il m'a dit qu'il a le parfum qu'on appelle l'Olinawa. Un petit type comme ça, il m'a dit que c'est à 10 millions. L'eau, j'ai cherché, j'ai sillonné dans tous les marchés aussi. Et puis il m'a dit qu'il en a. Là-bas, il m'a pris le litre à 40 millions. Et le mis en cause dans cette affaire nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et se défend d'être un tradipraticien. L'affaire qui a fait que moi ici là, moi j'ai fait médicaments traditionnels. Les Tonginos sont venus chez moi pour les travail. Mais l'affaire qu'ils ont parlé, affaire des valises là, moi je ne connais pas ça. Ils m'ont accusé et la somme qu'ils ont parlé encore, c'est pas ça qu'ils m'ont donné parce que ils sont venus chez moi pour un travail. Moi je les ai montré des sacrifices à faire. Le client qui est venu Tongino, il m'a donné pour les sacrifices qu'on voulait faire, ce qu'il a fait, c'est 2 100 000 francs. Aujourd'hui à Conakry, nombreux sont des citoyens qui sont escroqués et arnaqués. Et avec ce dossier, c'est une occasion opportune pour le directeur général de l'Office de lutte contre le crime organisé de lancer une invite à la population. Alors je voulais juste profiter de votre micro
pour demander à ce que nos populations fassent beaucoup attention. Ces escrocs, ils sont nombreux, ils évoluent de façon tellement variée que chaque fois ils essayent. Sinon, un monsieur comme celui que vous voyez là, M. Donzo, pas nanti quand même. Quand il vous dit qu'il a un héritage à faire passer à autrui, c'est quand même, il faut être un tout petit peu réfléchi pour comprendre que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Dans les jours à venir, Jean Donzo sera présenté à la justice pour qu'il soit situé sur son sort. Un mot de santé dans cette édition, on parle de cette sensation pénible et désagréable perçue par le cerveau, la douleur thoracique, une douleur ressentie au niveau de la poitrine et qui, selon les spécialistes, constitue l'un des motifs très courants de consultation en médecine. Mais dans les services de la cardiologie, la nécessité de distinguer une douleur thoracique et celle extrathoracique s'impose comme une priorité pour les médecins. Diao Bachir. La fréquence des maladies liées au cœur préoccupe de plus en plus les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi ces maladies auxquelles se plaignent les populations figure la douleur thoracique. En Guinée, elle constitue l'une des causes les plus fréquentes de consultation aux urgences. Mais face à de telles douleurs, le médecin procède d'abord à l'élimination de toutes les urgences avant un traitement rapide et efficace. Toute douleur dans la poitrine, pour nous en cardiologie, il faut éliminer ce qu'on appelle une urgence cardiovasculaire. Et il y a des maladies qu'il faut impérativement éliminer, à savoir ce que vous appelez crise cardiaque, que nous appelons en termes médicaux infarctus du myocarde. C'est une course contre la montre. Il faut éliminer une inflammation au niveau des enveloppes qui recouvrent le cœur qu'on appelle une péricardite. Il faut éliminer ce qu'on appelle une dissection au niveau de l'aorte. Il faut éliminer une embolie pulmonaire. Il faut même éliminer ce qu'on appelle les douleurs angineuses. Donc devant une douleur, il ne faut pas négliger. Quelle que soit la douleur, il faut d'abord venir en cardiologie pour voir est-ce qu'il y a ces pathologies afin de les prendre en charge rapidement. Le diagnostic étiologique de la douleur thoracique est souvent difficile. Des spécialistes notent que ces causes sont les plus souvent scindées en douleurs d'origine cardiaque et non cardiaque, et la prise en charge ou le traitement est fonction de la cause. Toute douleur au niveau de la poitrine ne signifie pas douleur cardiaque. Elles peuvent être aussi douleurs pulmonaires, des pathologies des poumons. Ça peut être des pneumopathies, des infections. Ça peut même être des douleurs dues à des névralgies, des douleurs au niveau des nerfs, des traumatismes au niveau du thorax. Ça peut même être dû à certaines tumeurs, des cancers au niveau du thorax. Donc il y a tout un ensemble qu'il faut vraiment voir. Et devant une douleur thoracique, la prise en charge, donc le traitement est fonction de la cause. Si cette douleur est d'origine cardiaque, si tu ne traites pas la cause, tu n'as vraiment pas traité la douleur. Exposées au même titre que les hommes, les femmes font aujourd'hui plus de crises cardiaques, constate le spécialiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui viennent pour infarctus du myocarde, crise cardiaque. Et sans compter qu'avant, c'était les hommes, mais aujourd'hui, il y a plus de femmes qui font ces crises cardiaques que les hommes. Parce que ces femmes aussi sont exposées au même titre que les hommes. Le diagnostic des douleurs thoraciques représente un coût très important. Ce coût est d'ailleurs estimé à plus de 40 billions de dollars aux États-Unis. Les membres de la plateforme La Voix du Peuple étaient ce lundi face à la presse à Conakry. Il était question pour eux de faire le bilan des douloureux événements survenus ces derniers jours dans la capitale guinéenne pour la reprise des cours, mais également étaler les défis et perspectives de la structure. Saloum Kondé nous signe ce compte rendu. C'est une plateforme qui s'est dit pacifique et légale. Les membres de la Voix du Peuple ont dressé ce matin un bilan négatif des événements qui ont secoué ces derniers jours la capitale guinéenne pour la reprise des cours. Nous avons déploré les cas de mort, les cas d'arrestation arbitraire et d'autres, des cas de pillage également. Parce que nous avons remarqué qu'il y a eu des boutiques et même une station d'essence qui a été vandalisé et cela nous a vraiment très touchés, bien qu'on était de l'autre côté, du côté de la sûreté, mais nous avons
constaté que les autorités ont manqué beaucoup de responsabilités à cadrer ce qui s'est passé. Il est pourtant possible d'encadrer une manifestation sans violence, a lancé un membre de cette plateforme à la sortie de la rencontre. La Voix du peuple se donne la mission d'identifier des problèmes sur lesquels elle va intervenir dans le futur. Donc très prochainement, on est en train de travailler en profondeur sur des questions qui sont en train de miner réellement le développement, la bonne gouvernance. Et donc nous avons des questions d'impunité dans notre pays que nous connaissons tous, d'injustice, de mauvaise gouvernance et également de crimes qui sont impunis dans ce pays. Le 20 février dernier, certains membres de la Voix du peuple avaient été interpellés par les forces de sécurité après avoir organisé un sit-in à Kaloum pour réclamer le droit à l'éducation pour tous les enfants du pays. L'amicale des jeunes de Timbi Madina vient de tenir son assemblée générale à Conakry. À cette occasion, les membres de la nouvelle équipe dirigeante de cette ONG ont pris fonction en présence des responsables et des sages de la dite sous-préfecture. Bah Mohamed Alpha nous en dit davantage. Les membres du conseil d'administration et du bureau exécutif de l'amicale des jeunes de Timbi Madina ont été installés ce dimanche à Conakry. C'était en présence du président de la délégation spéciale du sous-préfet des sages et jeunes de Timbi Madina. Cette nouvelle équipe aura la lourde charge de redynamiser les actions de l'AGETIMA sur le terrain et de remobiliser les ressortissants de cette localité à travers le monde afin de booster le développement de leur contrée. Une action qui pourrait certes réduire l'exode rural et créer des emplois à la base. Et pour y arriver, le conseil d'administration a déjà élaboré une feuille de route qui prend en charge les préoccupations des populations. Elle est bâtie autour des axes suivants. Améliorer les conditions de vie en milieu scolaire par la création des points d'eau, des sanitaires, des cantines scolaires et autres. Créer une source d'énergie solaire pour la bibliothèque numérique à l'école primaire de Madina Centre. Organiser des journées de sensibilisation sur les méfaits des mutilations génitales féminines. Organiser des journées de reboisement sur les têtes de sources d'eau le long des rivières et marigots et de sensibilisation sur les méfaits des feux de brousse et la coupe abusive du bois. Timbi Madina est l'une des 11 communes rurales de la préfecture de Pita. Elle compte 14 districts avec une population d'environ 60 millions d'habitants. Son sous-préfet apprécie hautement cette initiative avant de rappeler que sa circonscription reste confrontée à 2 défis majeurs. Il y a vraiment des secteurs qui n'ont pas assez d'eau. Il faut faire ses besoins. Il faut aussi trouver des logements administratifs adéquats pour le personnel enseignant et le personnel soignant. Créée depuis 1989, l'AGETIMA est membre du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Son président, Dansa Kourouma, a promis d'ailleurs d'accompagner cette structure qui est à ses yeux un exemple réussi d'une ONG locale. Page noire de cette édition, Jeanne Martin Cissé, la première femme à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies, a regagné ce dimanche sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Un symposium a été organisé par les autorités du pays pour lui rendre un dernier hommage avant son inhumation. Un moment de témoignage et d'émotion vécu par notre reporter Sa Alou Yombuno. Aux derniers instants de son séjour sur terre, Hadja Jeanne Martin Cissé bénéficie des ultimes bénédictions de son peuple qu'elle a servi durant toute sa vie. Autour de sa dépouille, ses parents, amis et collaborateurs se succèdent pour lui rendre un vibrant hommage. Un moment de recueillement, mais aussi de témoignage pour magnifier la grandeur d'une dame de mérite. Je suis très fier d'être là pour rendre hommage à cette dame qui a incarné les valeurs, les grandes valeurs de notre pays sur la scène internationale et même à l'intérieur du pays. Jeanne Martin Cissé, pour nous, est une héroïne. Elle a accompli son devoir de patriote. Elle était l'icône de l'émancipation de la femme africaine. Celle à laquelle nous rendons hommage aujourd'hui.
26 février 2017, a été tout le long de sa vie la militante passionnée mais combien de fois efficace de cette option irréversible prise par le peuple de Guinée à l'aube de son indépendance politique. Les œuvres de Hadja Jeanne Martin Cissé ne se limitent pas qu'au plan national. L'humanité en parle et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui sera restée sans mot à dire. Elle avait quelque chose qui me rappelle Socrate, la maïeutique. C'est-à-dire que quand elle présentait ses arguments, c'était agencé de telle manière qu'en réalité la solution venait d'elle-même, sans qu'on ait à débattre. Elle avait ce que le diplomate italien appelle faire des convergences parallèles. C'est-à-dire que bon, elle arrivait, quelles que soient les difficultés, à trouver des convergences parallèles pour aboutir à un consensus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour nous, parce qu'il y a un proverbe qui dit que les yeux ne voient pas les paupières. Vous-même, Guinéens, c'est votre fille, c'est votre père, c'est votre... Mais nous qui sommes loin, c'est nous qui voyons la grandeur, sa dimension réelle. Et c'était une icône aux Nations Unies. Tout le monde la connaissait, tout le monde la fréquentait. Elle a réussi à transcender tous les clivages. Par la voix de la première dame de la République, les femmes de Guinée voient une mère s'en aller à jamais. Nous venons de perdre une grande pionnière, une panafricaniste convaincue, une dame des premières heures de notre indépendance, de l'indépendance du pays. Je ne peux pas tout dire. Elle a été exemplaire. J'espère que toutes les filles de Guinée vont essayer de l'imiter. Décédée à l'âge de 91 ans, Jeanne Martin Cissé s'en va, laissant derrière elle 6 enfants et de nombreuses décorations qui témoignent son utilité durant son existence sur cette terre. Le cinéma africain à l'honneur pendant une semaine au Burkina Faso avec l'ouverture du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Une 25e édition qui a pour invité d'honneur la Côte d'Ivoire avec au programme 150 films projetés à la clé. Le prestigieux trophée Les Talents d'Or de Yenenga. Suivez. Ouagadougou vit au rythme de la 25e édition du FESPACO. Le chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kabouré a donné le coup d'envoi de la plus grande manifestation du 7e art africain ce samedi 25 février au stade municipal de Ouagadougou. C'est autour du thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel » que pendant une semaine, les festivités battront leur plein dans la capitale. Et nous ne devons pas constamment nous laisser imploder par la culture des autres. Il nous faut, nous aussi, dans le cinéma, traduire les valeurs positives qui font les fondements de la société africaine. Avec un budget de 1,2 milliard de francs CFA, le FESPACO 2017 entend revoir les fondamentaux du cinéma africain et donner une nouvelle impulsion au FESPACO. C'est dans ce sens que le MICA, le marché international du cinéma et de la télévision africaine, a été mis en place par les organisateurs pour abriter des rencontres entre professionnels, des conférences thématiques, des masterclass ou encore des ateliers de formation. Pour continuer à exister, le cinéma africain doit sans cesse se questionner, s'adapter aux nouvelles technologies, se professionnaliser et rechercher les fondements de son autofinancement grâce aux nécessaires mesures structurelles des pouvoirs publics. Pour les organisateurs, tout a été mis en œuvre pour satisfaire les adeptes du 7e art lors de cette 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'ouverture de cette édition a été marquée ce samedi par un concert de la superstar ivoirienne Alpha Blondy, preuve de la grandeur de l'événement. A noter que le FESPACO prend à chaque édition une dimension nouvelle. Ainsi, pas moins de 150 films seront projetés au cours de cette 25e édition que les organisateurs veulent un rendez-vous de promotion du savoir-faire cinématographique africain. Au Rwanda, la phase finale allée du championnat 2016-2017 du basketball s'est jouée les 25 et 26 février. Les équipes masculines et 5 clubs féminins ont discuté cette rencontre en attendant la phase retour qui débutera le 8 mars prochain. Suivez.
APR Basketball Club et Patriotes sont champions de la phase allée de la Ligue 1 2016-2017 de basketball du Rwanda. Chez les hommes, Patriotes occupe la première place devant Reg avec 17 points grâce à la victoire de la confrontation directe. APR confirme de son côté sa suprématie dans la catégorie féminine. L'équipe de l'armée finit en tête de la phase allée avec 3 victoires. Comme je l'ai fait même dans les années passées, moi je suis champion des années de suite. Je voulais aussi être champion cette année. Alors je pense que ce n'est pas une surprise pour moi, et ce n'est pas une surprise pour les joueurs aussi. 10 équipes ont disputé chacune 9 matchs au niveau masculin durant la phase allée. 5 clubs féminins se sont également affrontés dans la même période. Certains experts soulignent le bon niveau des différents clubs, mais donnent surtout un satisfecit par rapport à la mobilisation du public. Partout sur nos terrains, pas seulement à Kigali, mais aussi en province. Mais au stade Amahoro, ici où on joue presque les vendredis et les week-ends, on voit les supporters qui sont pleins du stade et ça montre que les gens ils ont pris maintenant conscience à venir supporter les équipes. La phase retour débutera en mi-mars 2017. Soulignons que l'équipe nationale masculine senior disputera du 12 au 18 mars 2017 en Égypte les qualifications de l'Afro-Basket 2017. En France, il y aura bien un ticket Jadot-Hamon pour l'élection présidentielle. Les militants écologistes ont approuvé l'accord conclu entre les candidats d'Europe écologiste, le Vert et du Parti socialiste. Une alliance qui ne rassemblera pas toute la gauche puisque Jean-Luc Mélenchon fait bon pas et maintient aussi sa candidature. Suivez. Les deux hommes feront route ensemble. 80% des militants écologistes ont validé ce dimanche l'accord conclu entre Yannick Jadot et Benoît Hamon. Après 3 semaines de négociations, l'écologiste rejoint donc le socialiste pour le grand bonheur du candidat à l'élection présidentielle. Le premier acte que nous posons aujourd'hui est un acte puissant, fort. Il montre qu'écologistes, socialistes, femmes et hommes de gauche décident de se rassembler au-delà des appareils. Après le ralliement de François Bayrou aux côtés d'Emmanuel Macron, l'alliance de Yannick Jadot et de Benoît Hamon est donc une bonne nouvelle pour le Parti socialiste. Les deux hommes ont scellé leur alliance dans le QG de Benoît Hamon ce dimanche, sous les applaudissements de nombreux militants et élus présents. Pour l'écologiste, c'est une dynamique de l'espérance. Les écologistes vont prendre toute leur part dans cette campagne. Donc voilà, on n'a pas discuté d'un dispositif particulièrement précis en ce qui me concerne, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le contenu du projet, mais évidemment, je serai un des principaux porteurs de la parole de cette campagne. Écologistes et socialistes réunis ensemble pour un but commun, contrer Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon, et peut-être accéder à l'Elysée. Le rassemblement ne s'arrêtera sans doute pas là, mais il nous revient de nous projeter vers l'avant. Il y a aujourd'hui une campagne qui est minée par quoi ? Par les affaires qui concernent Madame Le Pen et François Fillon et qui finalement saturent l'espace public, par le feuilleton amoureux d'Emmanuel Macron avec une partie de la droite française et qui scelle le contrat de mariage à coût de dizaines de milliers de fonctionnaires en moins ou de dizaines de milliards d'euros d'économie de la dépense publique en plus. Il faut en sortir et nous concentrer aujourd'hui sur l'essentiel. Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon fait donc course seul sous les couleurs du PCF, du Parti communiste français. Pas d'alliance avec le Parti socialiste, le candidat de la France insoumise va donc tenter une nouvelle fois la présidentielle. Les forces gouvernementales progressent au 9e jour de leur offensive sur Mossoul-Ouest pour reprendre le contrôle de la totalité de la deuxième ville du pays. L'armée a annoncé après avoir atteint un pont sur le Tigre, l'objectif étant d'établir une jonction entre l'Est et l'Ouest afin de faire traverser du matériel et des munitions. Suivez. À l'intérieur de Mossoul, les combats sont incessants. Une semaine après le début d'une nouvelle offensive, les forces irakiennes ont finalement atteint les rives du Tigre, le fleuve qui coupe la ville en deux. Ils ont pris le contrôle de l'un des ponts. Objectif, reprendre totalement l'ouest de la ville, les derniers quartiers tenus par les djihadistes de l'État islamique. La plupart des zones qui entourent Mossoul ont déjà été sécurisées. Les forces irakiennes ont également repris l'aéroport, une base stratégique. Elles poursuivent maintenant leur avancée dans la ville. Mais au fur et à mesure de leur progression, dans les quartiers les plus peuplés, les combats
combat s'intensifie. Nous sommes ici dans le quartier d'Al-Jozak, qui est considéré comme la première ligne de défense de la ville. Après la libération, vous verrez des tunnels, des tranchées, des bancs de terre construits par l'ennemi pour nous ralentir. À l'extérieur de la ville, des colonnes de centaines de personnes fuyant les combats se dessinent. Elles ont été évacuées au fur et à mesure de l'avancée des forces irakiennes et racontent l'horreur des combats et leur vie sous l'occupation de l'État islamique. Daesh piège les gens à l'intérieur de leur maison. Ils tapent aux portes. Quand personne ne répond, ils cassent les portes et entrent pour se cacher parmi les civils. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Les gens souffrent énormément. Les forces armées irakiennes sont entrées dans la ville et nous ont libérés. Nous voulons retourner chez nous. L'État islamique nous avait emmenés ici pour nous utiliser comme bouclier humain. Selon les ONG, il resterait environ 750 000 civils bloqués à l'intérieur de Mossoul. La moitié d'entre eux sont des enfants. Cette ville du nord de l'Irak avait été prise en 2014 par l'État islamique. C'est le dernier bastion du groupe terroriste dans le pays. La bataille pour reprendre Mossoul a été lancée en octobre 2016. Elle dure déjà depuis plus de 4 mois. Dernier élément de cette édition, la semaine dernière, l'ancien ministre de la Défense du Sahel a confirmé les contacts entre Israël et certains rebelles syriens proches de la frontière avec le pays. L'objectif n'étant pas de s'ingérer, disent les autorités, mais d'éviter que le conflit ne déborde dans le pays. Il semblerait que l'armée aille aujourd'hui plus loin en s'introduisant dans le territoire syrien. Suivez. Il traverse la frontière dans le silence de la nuit et progresse entre les lignes ennemies au cœur de la guerre civile syrienne. Le dernier incident, c'était là, une mine. Donc on serre les rangs derrière moi, pas à pas. Ces hommes font partie du bataillon Aigle, de l'unité de collecte de renseignements de combat. Une unité chargée d'identifier des cibles potentielles. La mission consiste à observer sans être repéré, dans le silence, à l'écoute. Le point d'observation, un avant-poste fortifié inutilisé. Les soldats ratissent le terrain. Chaque pièce, chaque tranchée est passée au peigne fin. On est ici en avant-ligne pour assurer la protection des localités israéliennes. Ici, à 50 mètres, le poste abandonné des forces d'interposition de l'ONU contrôlé par des rebelles. Là, à 500 mètres, un village syrien. Du côté syrien, pas d'électricité, l'obscurité totale. D'ici, on voit tout, on entend tout, surtout les bruits de la guerre que se livrent entre elles les différentes fractions armées. On entend un tank. La vie des civils suit son cours. Il ne s'agit pas de vivre sa vie de façon ordinaire, mais de survivre à l'ombre des combats. La section se déploie. Certains assurent la sécurité, pendant que d'autres assemblent les équipements de vision de nuit. La nuit s'éclaire d'un halo vert. Observation, documentation, concordance, coordination, identification des cibles et liaisons, tout sort de cette position. Dans cette vidéo filmée par l'unité, on peut voir un combat de rue. Et là, une voiture piégée. Quelqu'un bouge dans l'obscurité figée. Un garde armé, puis deux. Qui sont-ils? Des rebelles de Daesh? D'autres rebelles? Kalachnikov, pantalon camouflage, téléphone cellulaire. Ils sont sans doute sur Facebook. Retour vers la base. C'est dur d'imaginer une fin à tout ça. Ce qui console, c'est la tranquillité de notre côté de la frontière. Une mission d'observation parmi tant d'autres à accomplir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Merci et portez-vous bien.